Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission européenne réalisée avec le soutien du Centre Europe Direct de Strasbourg. Alors que la guerre en Ukraine semble s'enliser, le monde s'embrase à nouveau, d'abord dans le Haut-Karabakh en septembre avec une offensive éclair de l'Azerbaïdjan qui a contraint la quasi-totalité de la population arménienne à fuir ce territoire enclavé, une situation dénoncée et qualifiée par l'Union européenne de véritable épuration ethnique. Ensuite, le 7 octobre, après l'assaut terroriste du Hamas, d'une sauvagerie sans nom, dans le sud d'Israël, l'engrenage d'une guerre sans merci s'est engagé avec le Hamas sur Gaza, avec son cortège de souffrance, d'indignation, et avec toujours cette prise d'otage qui est en train d'évoluer. Ces conflits et ces guerres bouleversent le monde entier. Comment la communauté internationale et plus particulièrement l'Union européenne peut-elle agir ? L'Union a-t-elle l'ambition et surtout les moyens de s'engager dans ces différents conflits, que ce soit pour sanctionner le pouvoir azerbaïdjanais et son président, ou pour continuer à soutenir l'Ukraine, à l'aider à se défendre face à son agresseur russe ? Enfin, premier partenaire commercial d'Israël et premier pourvoyeur d'aide humanitaire et de développement au territoire palestinien, l'Union européenne peut-elle assumer un rôle diplomatique dans le règlement de ce conflit, tout en sachant que ce conflit alimente aussi, partout en Europe, la résurgence d'un antisémitisme rampant. Pour analyser cette actualité glaçante et comprendre la nature et les conséquences des événements qui ébranlent le Caucase, Israël, mais aussi l'Europe, avec les retours des attentats et, comme j'ai dit, la résurgence de l'antisémitisme, nous sommes heureux d'avoir avec nous la députée européenne Nathalie Loiseau. Bonjour Madame Loiseau. Bonjour. Alors Madame Loiseau, je vous présente quand même en quelques mots, même si je sais qu'on vous connaît bien. Vous êtes donc une femme politique française, vous êtes diplomate de formation, ministre des Affaires européennes de 2017 à 2019, tête de liste aux élections européennes de 2019 pour la liste Renaissance. Vous êtes désormais députée européenne, membre de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen. Vous présidez la sous-commission défense et c'est bien pour ça que nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Je crois que vous présidez également l'Assemblée parlementaire de partenariat Union européenne-Royaume-Uni. Oui. Et vous êtes vice-présidente de la délégation pour les relations avec l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Là, comme ça, j'ai tout dit. On sait ce que vous faites ici au Parlement européen. Alors, Madame Loiseau, j'aurais d'abord une première question à vous poser. L'Union européenne semble encore divisée sur le conflit entre Israël et le Hamas. Est-ce que vous vous en rendez compte ou est-ce que c'est une image ? Non, c'est une réalité. C'est une réalité malheureuse. On a vu depuis l'atrocité de l'attaque terroriste du 7 octobre, d'abord une cacophonie avec des initiatives prises chacun dans son coin par Ursula von der Leyen. Je trouvais très pertinent que la présidente du Parlement, par exemple, Madame Metsola, se rende en Israël pour, j'allais dire, une visite de compassion de peuple à peuple, du peuple européen vers le peuple israélien traumatisé. Je trouvais moins utile que la présidente de la Commission, dont la politique étrangère n'est pas dans ses compétences, s'y rende et oublie de parler de droit international. Au sein des États membres, vous avez Olaf Scholz qui considère que le soutien inconditionnel à Israël de l'Allemagne empêche de passer certains messages ou même d'entendre certaines voix israéliennes nuancées, modérées, j'allais dire proches des artisans de paix. Donc c'est difficile d'avoir une voix unie. Au Parlement européen, nous y sommes parvenus, puisque nous avons voté le mois dernier une résolution qui a été votée par 500 voix sur 524. Je ne sais pas si on imagine 27 nationalités, plusieurs groupes politiques. Ça n'a pas été facile, la négociation a été âpre. Mais au fond, nous avons réussi à nous mettre d'accord sur la condamnation des atrocités du 7 octobre, sur le droit d'Israël à se défendre, sur la nécessité de respecter le droit international humanitaire, parce qu'une démocratie ne se comporte pas comme un mouvement terroriste, sur l'absolue nécessité de maintenir et d'augmenter l'aide humanitaire aux populations palestiniennes qui n'ont pas choisi le 7 octobre, et sur l'importance d'une pause humanitaire. Tout cela devient aujourd'hui, j'allais dire, un bon sens assez partagé
C'est un peu la fierté de ce Parlement d'avoir réussi à mettre de côté ces divisions politiques pour se mettre d'accord sur quelque chose qui relève, j'allais dire, de l'humanité, de l'universalisme. Une vie est une vie. Une victime est une victime. Il n'y a pas de parti à prendre autre que le parti de l'humanisme, en quelque sorte. Alors, ces exactions du 7 octobre ont aussi conduit ou ont amené le Hamas à prendre un certain nombre d'otages. Vous, ici au Parlement, vous avez décidé aussi de soutenir, parce que c'est vrai que ces otages, là, ça fait maintenant 6 semaines bientôt qu'ils sont sur Gaza et on ne sait pas du tout dans quelles conditions ils sont. Donc, vous avez fait une forme de parrainage, si j'ai bien suivi. Alors, en plus, aujourd'hui, on est en concomitance, puisqu'on apprend, puisqu'on enregistre aujourd'hui mercredi, que il y aura un accord pour la libération d'un certain nombre d'otages. Alors d'abord, si des otages sont libérés, et quand ils seront libérés, on peut qu'être soulagé pour eux et pour leurs proches. Mais ça n'est pas tous les otages. Il y a ce marchandage odieux des groupes islamistes de Gaza, parce que c'est probablement plusieurs groupes, qui marchandent des vies humaines. Nous avons choisi, députés européens français, députés nationaux et sénateurs nationaux français, de parrainer chacun d'entre nous un otage. Donc il y a 240 parlementaires français de plusieurs partis politiques qui ont décidé de se mettre ensemble pour qu'on n'oublie pas ces otages, pour un peu être leur porte-voix. Je suis la marraine d'un otage israélien qui s'appelle Dror Or, qui a 48 ans, qui est père de famille et qui est donc pris en otage depuis le 7 octobre. Nous voulons que leur nom soit connu, que leur vie soit connue et que tout soit fait pour qu'ils rentrent chez eux. Y a-t-il d'autres nationalités européennes qui seraient aussi en otage, ou c'est parce qu'en France on parle de 8 personnes, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez connaissance d'autres Sans doute. Et il y a des initiatives qui sont prises un peu partout. Il y a eu une très belle initiative en Belgique avec une vidéo qui a été tournée sur la base d'une chanson. C'est très émouvant. Il y a des initiatives aux États-Unis, puisqu'il y a des otages américains. On l'a vu, il y a des otages russes, il y a des otages thaïlandais qui étaient des gens qui travaillaient dans les kibbutz. Une vie est une vie humaine est une vie humaine. Il y a des enfants, il y a des vieillards. L'abomination, la sauvagerie du Hamas, ça a d'abord été évidemment les 1400 morts, mais c'est aussi ces gens qui sont détenus parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est insupportable. Il y a une des questions, on a parlé du cafouillage du début, il y a eu une enquête qui a été menée par la Commission sur les fonds européens. On parlait de ça, des fonds européens de soutien, notamment aux Palestiniens. Les résultats de cette enquête ont été rendus publics hier. Il y avait eu ce cafouillage avec le commissaire hongrois Várhelyi qui voulait totalement les suspendre, ces fonds. Comment on peut comprendre finalement pour le grand public qu'il y ait de l'aide aux Palestiniens? Comment certifier que cette aide ne va pas au mauvais endroit? Est-ce que vous, cette enquête, vous rassure ou vous aviez un doute? Alors, je n'avais personnellement pas de doute. Mais si d'autres en avaient, autant fallait-il contribuer à les lever. Nous votons, nous, parlementaires européens, tous les ans de l'aide aux populations palestiniennes. Nous avons un principe de base. Le Hamas est considéré en Europe comme une organisation terroriste. Donc pas un centime d'euro ne doit aller ni directement ni indirectement au Hamas. L'Union européenne est le premier donneur d'aide aux populations palestiniennes. Cela, par exemple, Israël ne l'a jamais contesté. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous aidons à fournir des besoins essentiels au travers des Nations Unies, au travers de projets, ça peut être de la désalinisation d'eau de mer, ça peut être des écoles, des projets qui sont nécessaires à la population. Nous le faisons avec beaucoup de contrôle, avant même que le commissaire Várhelyi vienne semer le doute, et je lui en veux beaucoup, parce que c'est lui qui est en charge de cette aide depuis 4 ans et demi. Donc soit il sait que cette aide était contrôlée et qu'il n'y avait rien à craindre,
Et pourquoi a-t-il semé le doute ? Soit il ne savait pas ce qu'il faisait. Dans les deux cas, ça justifierait que Mme von der Leyen le renvoie de la Commission. Vous avez demandé sa démission J'ai demandé sa avec d'autres démission. députés Oui. européens. Vous avez fait un courrier. Avez-vous une réponse depuis ? Aucune. Et je constate que Mme von der Leyen ne s'est malheureusement pas distanciée d'une attitude d'un commissaire qui n'est pas n'importe quel commissaire. Il est hongrois, il est proche de Viktor Orban, il n'est donc pas vraiment pro-européen et il n'a pas l'air d'avoir passé le cap entre ses fonctions précédentes où il était ambassadeur de Hongrie et ce moment où il est commissaire européen. Il n'est pas là pour pousser les idées de Viktor Orban. Il est là pour servir les Européens et notamment pour vérifier que l'aide aux Palestiniens est bien une aide aux populations et pas une aide à des groupes terroristes. Finalement, cette enquête a eu lieu. Elle a prouvé, mais je n'avais pas beaucoup de doutes, que cette aide est parfaitement contrôlée, que nous savons où elle va. Imaginons une seule minute que l'Union européenne retire son aide. Ce que, je le répète, Israël ne nous demande pas. D'autres prendraient la place. Et croyez-vous que quand je dis d'autres, je pense notamment à des États du Golfe. Je pense au Qatar à des États du Golfe ou même à des particuliers du Golfe. Pensez-vous qu'ils veilleraient chaque année à ce que les manuels scolaires palestiniens ne contiennent aucun contenu antisémite ou négationniste ? Nous le faisons. Je ne suis pas sûre que d'autres le feraient. Pensez-vous que d'autres bailleurs de fonds auraient cette exigence d'absolue étanchéité entre les bénéficiaires de notre aide et des groupes terroristes? Je ne suis pas sûre. Donc nous jouons un rôle qui est important, qui est utile et qui rassure, qui consiste à ne pas confondre la population palestinienne avec un mouvement terroriste qui l'a prise en otage. Parce qu'il y a 2 millions de Gazaouis qui sont les otages du Hamas aujourd'hui. L'Union européenne, finalement, est le premier bailleur de fonds, comme je le disais, pour l'aide au développement et l'aide humanitaire dans les territoires palestiniens et à Gaza. Elle est également le premier partenaire commercial d'Israël aujourd'hui. Pourquoi l'Union européenne n'arrive pas ou ne peut pas avoir un rôle plus important dans cette partie du monde? J'ai une question que j'ai envie de vous retourner. Qui y arrive ? Qui, depuis 30 ans, après les accords d'Oslo, a réussi à faire vivre les accords d'Oslo ? Personne. Ni les États-Unis, ni le monde arabe, les voisins d'Israël, ni malheureusement en Israël les artisans de paix, qu'on a fait taire de plus en plus, et la même chose en Palestine. On cherche désespérément un De Klerk et un Mandela entre Israël et la Palestine. Aujourd'hui, on a Benjamin Netanyahou et on a le Hamas. Ceux qui disent la paix maintenant, j'aimerais qu'ils aient raison, j'aimerais qu'on puisse le faire. Malheureusement, il faut que les choses évoluent de part et d'autre. Je ne mets évidemment pas Benjamin Netanyahou sur le même niveau qu'un mouvement terroriste. Mais ça fait des années que Benjamin Netanyahou n'a donné aucun signal qu'il allait vers la construction de la paix avec les Palestiniens. Mais ce qui me fait penser aussi à cette réaction, puisqu'on a eu donc ces événements horribles du 7 octobre, cette prise d'otage qui continue, et en même temps, on a cette action, cette réaction d'Israël, qui est quand même importante, hein, on peut pas le cacher, mais estimez-vous qu'Israël avait un autre choix et qu'elle aurait pu réagir autrement ou qu'il faudrait qu'elle réagisse maintenant autrement? Voilà, la question est, il y a eu cette réaction, elle est compréhensible. Votre regard, vous, en tant qu'ancienne ministre des Affaires européennes, mais aussi en tant que président de la Commission défense, est-ce qu'il y avait une autre possibilité? Non, je vais être très clair. Israël a vécu un pogrom géant. Et la sécurité même des Israéliens sur le territoire d'Israël, et non pas sur les territoires dits occupés, a été mise en cause par un mouvement qui nie même l'existence d'Israël. Dans ces conditions, ce n'était pas seulement un droit à la riposte qu'avait Israël, je dirais que c'était un devoir de riposter. Je n'ai aucun doute là-dessus, aucune ambiguïté là-dessus. Et je comprends qu'Israël veuille éradiquer le Hamas. Mais qu'est-ce que ça veut dire éradiquer le Hamas ?
on peut neutraliser les acteurs et les commanditaires de l'atrocité qui a été commise le 7 octobre. Mais au-delà des hommes, est-ce qu'on tue une idéologie ? C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et parce qu'Israël est une démocratie, on est plus exigeant vis-à-vis d'Israël qu'on ne l'est vis-à-vis d'un groupe terroriste. C'est, j'allais dire, la noblesse d'Israël d'être capable de faire une riposte proportionnée et de prendre en considération la protection des civils palestiniens. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais disons-nous aujourd'hui qu'il est tombé plus de bombes en un mois sur la bande de Gaza qu'il n'en tombait en un an au Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Réalisons l'ampleur des destructions, l'ampleur des souffrances, et prenons garde de ne pas nourrir une nouvelle génération de radicaux, j'allais dire de fous de Dieu, qui ne voudront de leur côté en Palestine que la revanche. C'est très difficile. Et je répète, Israël a le droit de se défendre, et la riposte était non seulement un droit, mais un devoir. Après, il faut être capable de trouver une sortie. Et pour terminer sur cette question israélienne, il y a au final, ce conflit va nous amener quelque part. Est-ce que vous y voyez une perspective ? Parce que vous nous parliez qu'il n'y a pas de Mandela, il n'y a pas de De Klerk, qu'il y a le Hamas, c'est une idéologie difficile à combattre. Alors où va-t-on ? On traverse des heures sombres. Et ces heures sombres ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Il faudra énormément de bonne volonté, énormément de coordination des efforts. Les Européens seuls n'y arriveront pas, les Américains seuls n'y arriveront pas. Le monde arabe qui va à Pékin demander de l'aide n'y est pas arrivé lui non plus. Il parle souvent de la cause palestinienne. Les leaders arabes ont fait peu pour la cause palestinienne ces dernières années. Et pourtant, ma conviction, c'est que entre Israël et la Palestine, il n'y a pas de guerre à gagner. Il y a une paix à construire, parce qu'il y a une coexistence à trouver. Le peuple israélien, le peuple palestinien va devoir un jour vivre côte à côte. Et Benjamin Netanyahou avait considéré que la priorité, c'était la sécurité. Or, il n'y a pas de réelle sécurité sans paix. Et aujourd'hui, Israël n'a eu ni la sécurité, ni la paix. Avec ce conflit, la guerre en Ukraine semble être passée au second plan, notamment dans les médias. Je dirais que pour les médias, on ne parle plus beaucoup de l'Ukraine aujourd'hui. L'Union a-t-elle les capacités de poursuivre son aide dans ce conflit qui semble s'enliser ? L'Union européenne y a intérêt à aider l'Ukraine et elle en a le devoir. C'est une question de valeur parce que l'Ukraine est attaquée pour ce qu'elle est, une démocratie qui fait des réformes et qui regarde vers l'Union européenne. Donc on a une communauté de valeurs. Mais c'est aussi notre intérêt, parce que l'aventurisme militaire russe ne s'arrêtera pas aux frontières de l'Ukraine. Déjà, aujourd'hui, nous, Français, nous avons vu notre présence en Afrique malmenée au travers de l'action des milices Wagner et de la désinformation russe. Déjà, nous voyons que la Russie nous mène une guerre hybride quotidienne en Europe, en intervenant dans nos débats interne avec de la désinformation, de la manipulation. Nous avons intérêt à ce que cet aventurisme russe soit maîtrisé et pour longtemps. Aujourd'hui, le combat que mènent les Ukrainiens, c'est notre meilleure garantie de sécurité. Nous avons donc le devoir et nous avons intérêt à fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Nous avons bien commencé. Aujourd'hui, si vous mettez ensemble l'aide européenne et l'aide bilatérale des Européens sur le plan militaire à l'Ukraine, c'est 27 milliards d'euros. Qui aurait dit avant le 24 février 2022 que l'Europe était capable de ça ? Est-ce que l'Europe a fait sa mue culturelle en matière de défense ? Elle l'a commencé, mais elle aurait tort de se reposer sur ses lauriers. D'abord, il a fallu une guerre en Europe pour que nous nous réveillions. Et ensuite, il faut être capable de tenir sur la durée. Et aujourd'hui, ma crainte, c'est de voir cette aide s'essouffler. Vous avez parlé de notre trouble de l'attention qui fait que dans les médias et parfois dans les esprits, une crise chasse l'autre.
Quand j'entends le secrétaire général des Nations Unies dire que jamais il n'y a eu autant de morts civiles qu'il n'y en a à Gaza, je suis effarée qu'un secrétaire général des Nations Unies dise ça. Quand on connaît le nombre de morts civiles en Ukraine, quand on voit la tragédie syrienne, quand on voit le Darfour, quand on voit le Yémen, ça veut dire que beaucoup de gens sont en train de perdre le Nord. Nous avons besoin de soutenir l'Ukraine. C'est vrai que sur cette base, l'ONU a une forme de discrédit aujourd'hui. Je pense que l'opinion publique a du mal à comprendre des fois les positions. Alors, il y a des tas de l'ONU. raisons à ça. D'abord parce que le Conseil de sécurité est le plus souvent paralysé par des vétos russes ou des vétos chinois. Qui sont maintenant partis au conflit. Maintenant partis au conflit. Voilà, vous avez des membres permanents qui, pour la Russie, mènent un conflit. Pour la Chine, soutient celui qui mène un conflit, qui bafoue le droit international. Donc il y a évidemment un sujet de crédibilité et un sujet de possibilité d'action. Par exemple, sur le Haut-Karabakh, Arménie, Azerbaïdjan, le Conseil de sécurité est paralysé. Et vous avez par ailleurs des institutions onusiennes qui sont infiltrées par des pays, je pense notamment à la Chine, qui règne souvent en maîtresse dans plusieurs institutions des Nations Unies et qui impose en quelque sorte sa propre vision du monde. Donc, oui, les Nations Unies sont en crise grave. Ça doit nous inciter, nous, Européens, à aller plus loin dans notre politique étrangère et de défense commune, parce que il y a les élections bientôt. D'ailleurs, aux États-Unis, et qu'on n'est pas à l'abri d'un Donald Trump. L'OTAN a fait beaucoup de choses, et je ne suis pas du tout hostile à l'Alliance Atlantique. Mais l'Alliance Atlantique, avec Donald Trump, c'était très compliqué. Avec un nouveau Donald Trump, ce serait encore plus compliqué. Et l'Alliance Atlantique, avec la Turquie à l'intérieur, aujourd'hui, c'est une alliance qui ne veut pas voir ce qui se passe entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. C'est une alliance qui n'a toujours pas pu accueillir la Suède parce que la Turquie fait durer les Hongrois font durer les discussions. Donc c'est une alliance qui n'est pas assurée de pouvoir agir dans le consensus. Dans ces conditions, si nous ne construisons pas plus vite et plus fort la défense européenne, nous aurons fait une faute historique. Vous avez publié récemment un ouvrage qui s'appelle « La guerre qu'on n'a pas vu venir », qui met en lumière des campagnes de désinformation, comme vous en avez parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle la guerre hybride, des cyberattaques, l'ingérence étrangère dans la vie politique. On a encore récemment pu le constater avec ces fameux tags antisémites d'étoiles bleues de David qu'on a retrouvés dans toute l'Île-de-France. Comment on fait pour lutter contre ces ingérences ? Vous avez participé à une commission pour lutter contre ces ingérences. On fait quoi ? D'abord, quand une ingérence, quelle qu'elle soit, une désinformation, une corruption de politique, parce que c'est arrivé, des cyberattaques, une instrumentalisation des réseaux de passeurs de migrants pour, comme on l'a vu entre la Biélorussie et la Pologne, utiliser des malheureux et les lancer à l'assaut de la frontière polonaise. Ça prend beaucoup de forme. Aujourd'hui, c'est la Finlande qui est touchée par Aujourd'hui, c'est la Finlande. Et il y a des vraies questions sur ce qui s'est passé il y a 2 mois à Lampedusa. Non pas qu'il n'y ait pas régulièrement des migrants qui tentent leur chance en traversant la Méditerranée, en prenant tous les risques, mais le fait qu'en 3 jours, autant de bateaux aient été prêts à traverser avec des moteurs qui coûtent très cher, avec une sorte d'organisation, pose question sur qui a financé derrière et pourquoi. Bref, nous sommes face à des attaques hybrides. On nous fait la guerre par des moyens non militaires. La première chose qui est nécessaire, c'est d'exposer, de braquer les projecteurs pour que les citoyens soient conscients de ce qui se passe. Vous avez parlé de cette manipulation sur les étoiles de David taguées en Île-de-France. On sait aujourd'hui que ce sont des Moldaves qui ont été rémunérés par un oligarque pro-russe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le but n'était pas d'être ou antisémite ou pro-israélien. Le but était de verser du sel sur la plaie. Il y a dans nos pays des divisions parfois assez profondes sur les questions du conflit israélo-palestinien. Ça, la Russie le constate et va simplement essayer de l'aggraver pour que nous divisions, parce que quand nous sommes divisés, nous sommes affaiblis, notre voix porte moins, et nous croyons moins en la démocratie, parce que nous avons l'impression que nous sommes irréconciliables. Donc l'exposition
Ensuite, la solidarité entre pays européens, parce qu'une cyberattaque qui touche une entreprise en Slovénie peut, par contagion, toucher toute l'Europe. Donc il y a un système qui est mis en place maintenant d'alerte rapide, de coup de main à celui qui est attaqué si jamais il ne peut pas s'en sortir tout seul. La question la plus complexe, c'est la riposte. Parce que nous sommes des démocraties, nous n'allons pas, nous livrer à de la désinformation. Nous n'allons pas mener la guerre hybride. Mais il y a des choses que nous n'avons pas encore assez faites. Ce qu'on appelle la communication stratégique, c'est-à-dire dire qui nous sommes, en quoi nous croyons, ce que nous faisons et dont nous sommes fiers. Nous sommes très mauvais à communiquer ce que nous faisons. Très mauvais. Regardez sur le conflit israélo-palestinien, j'y reviens. En étant le premier donneur d'aide à la Palestine et le premier partenaire commercial d'Israël, on nous a accusés chaque jour et en même temps d'être trop bénévolents avec les Palestiniens ou trop inconditionnellement pro-israéliens. Personne ne nous a dit, finalement, vous avez la position qui pourrait être celle du médiateur idéal, celui qui a été capable de parler, de travailler à tout le monde. Personne ne nous a félicité, tout le monde nous est tombé dessus. Ça veut dire que notre communication est à revoir de fond en comble. On va peut-être pouvoir mettre en avant un peu ce que fait l'Union européenne par une petite rubrique avant les élections européennes qui s'appelle « C'est vachement bien d'être européen ». C'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Alors, Madame Loiseau, pensez-vous, comme le chanteur Arnaud, que c'est vachement bien d'être européen ? Je vais vous faire une confidence. Je publie au début 2024 un livre qui s'appelle « Si l'Europe n'existait pas ». Et en introduction de ce livre, il y a 2 citations, une citation de Georges Pompidou et une autre, celle d'Arnaud, et elle est un peu plus complète et donc un peu moins bien élevée. Oui, c'est vrai qu'il y a des mots avant, mais moi je les ai enlevés. Quel est pour vous le texte qui vous aura le plus marqué dans cette mandature durant ces 4-5 dernières années ? Alors, pour être honnête, c'est impossible de choisir, parce qu'entre le Green Deal, qui est une urgence à laquelle on doit absolument répondre, et tous les textes qui en découlent, entre la régulation du numérique, vous m'avez posé la question, et maintenant il faut qu'on se fasse respecter, mais on ne peut pas avoir des acteurs non étatiques qui privatisent l'espace public sans qu'on y mette des règles. Entre la mise en place de notre aide militaire à des partenaires. On partait de rien. La Facilité européenne pour la paix, c'était quelques centaines de milliers d'euros par-ci, par-là, pour envoyer du matériel non militaire. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, rien que cette facilité et rien que sur l'Ukraine, c'est 14 milliards. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans cette mandature. Nous n'avons d'ailleurs pas terminé, même si la pré-campagne se décide. Nous serons là jusqu'au dernier jour pour finaliser tout ce qui peut l'être. Et j'espère notamment le pacte asile et migration. Parce qu'on n'a jamais été aussi près d'un accord européen sur l'asile et la migration dont tous les Européens attendent qu'il soit conclu. Quelle serait pour vous l'une des priorités pour le prochain Parlement nouvellement élu ? Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous voudriez que le Parlement européen avance vite ? Écoutez, il y en a là encore beaucoup parce qu'on travaille toujours pour les prochaines générations. Les prochaines générations ont besoin, par exemple en matière de verdissement de l'économie ou de numérique, pas seulement qu'on régule, qu'on sanctionne ou qu'on interdise, mais elles ont besoin qu'on innove et qu'on investisse. Et de ce point de vue-là, c'est, j'allais dire, la saison 2 dans laquelle il faut qu'on entre. De la même manière, sur la défense, on a mis en place un fonds européen qui permet la recherche et le développement en commun. On a commencé à faire des achats en commun. Maintenant, il faut qu'on ait une industrie de défense européenne, solide, parce que malheureusement, le monde ne devient pas plus sûr, et autonome, parce qu'on ne peut pas toujours compter sur les autres pour notre propre sécurité. Je me permets une dernière question. Je sais que c'est trop tôt, que le groupe Renaissance n'a pas encore constitué cette liste, mais est-ce que vous serez candidate ou pensez être candidate ? Vous aimeriez être candidate ? J'aimerais continuer à faire ce que j'ai commencé à faire. Le temps
parlementaire européen est un temps long et la crédibilité qu'on y gagne, elle se gagne petit à petit. Alors merci Madame Loiseau pour votre participation à notre émission, pour tous ces éclairages et surtout aussi pour ce soutien que vous faites à ces otages afin qu'ils soient libérés au plus vite. Ça me tient à cœur. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.